Mes chéris, vous pensiez que l'histoire était finie? Vous pensiez que Tobé allait régner sur Lagos pour l'éternité, assis sur son trône de mensonges? Non. Dans la vie spirituelle, il y a une loi que même le diable ne peut pas contourner, la loi du retour. Ce que vous avez semé dans les larmes, vous le récolterez dans le sang. Tobé a vendu sa femme pour devenir un roi. Mais 5 ans plus tard, le roi est fatigué, et une ombre s'approche de Banana Island, une ombre qui porte le nom de la vengeance. Éteignez tout, montez le volume. Voici la suite et la fin de la légende de Tobé et Kémy. Ceci est le chapitre 2, la rédemption. Lagos, 5 ans plus tard. La ville n'a pas changé. Elle est toujours aussi bruyante, chaotique, affamée. Mais au 6, Banana Island, le silence est devenu une religion. La maison moderne blanche que vous connaissiez a disparu. Enfin, elle est toujours là, mais elle a changé de peau. Les murs blancs sont devenus grisâtres, comme une dent cariée. Une vigne vierge noire, aux épines longues comme des doigts, a recouvert la façade. Même les oiseaux ne se posent plus sur le toit. Les domestiques du quartier chuchotent que la nuit, la maison respire, que les fenêtres se dilatent comme des pupilles. Tobé est toujours là, mais si vous le croisiez aujourd'hui au Echo Hotel, vous ne le reconnaîtriez pas. Il est devenu Chief Tobetchoukou, l'homme le plus riche de l'État de Lagos. Il possède des ports, des compagnies aériennes, des banques, mais regardez-le bien. Il a 40 ans, mais il en paraît 70. Sa peau est d'une pâleur terrifiante, presque translucide. On peut voir ses veines violettes pulser sous son épiderme. Il porte toujours des lunettes de soleil noires, même la nuit. Pourquoi? Parce que ses yeux ne supportent plus la lumière du soleil, la lumière de Dieu. Ses yeux sont devenus jaunes, fendus, reptiliens. Tobé ne mange plus. La nourriture humaine a le goût de la cendre dans sa bouche. Pour survivre, il doit absorber l'aura des gens. Il organise des dîners juste pour s'asseoir et voler la joie de ses invités, les laissant épuisés et déprimés après le dessert. Il est immensément riche, mais il est prisonnier. Il ne peut pas quitter la maison plus de 24 heures, sinon sa peau commence à brûler. Ce soir-là, un orage violent s'abat sur Lagos. Tobé est dans son bureau, ce fameux bureau au sous-sol. Il n'y a plus de pièces d'or au sol, juste de la poussière froide. Il regarde le mur. « Je sais que tu es là », murmure-t-il. Pas de réponse, juste le bruit des murs qui craquent. « Je t'entends pleurer, Kémy. Arrête de pleurer !» hurle-t-il en jetant une bouteille de whisky à 50 000 $ contre le mur. La bouteille explose, et dans la tache d'alcool sur le mur, un visage apparaît une fraction de seconde, le visage de Kémy, hurlant de douleur. Tobé tombe à genoux. Il pleure, mais ses larmes sont acides et brûlent ses joues. Il déteste ce qu'il est devenu. Il a tout l'argent du monde, mais il donnerait tout pour une seule seconde de paix, pour une nuit sans cauchemar. C'est dans ce contexte que la voiture arrive. Une petite Toyota Corolla grise, modeste, s'arrête devant la grille immense du 6 Banana Island. Une jeune femme en sort. Elle porte un hijab noir simple, des lunettes de vue ronde. Elle tient un grand sac en cuir usé. Elle s'appelle Amina. C'est ce que dit son CV. Elle est archiviste, spécialisée dans la restauration d'objets d'art anciens. Tobé a passé une annonce. Il cherche quelqu'un pour nettoyer et cataloguer sa collection privée de statues privées. Personne ne tient plus de 3 jours dans ce poste. La peur les fait fuir. Mais Amina ne tremble pas. Elle regarde la maison monstrueuse. Elle pose sa main sur la grille froide. Sous ses lunettes, ses yeux ne sont pas ceux d'une archiviste. Ce sont les yeux d'un chasseur. Amina n'existe pas. Cette femme, c'est Zainab, la petite sœur de Kémy, celle que Kémy avait aidé à payer ses études, celle qui a passé 5 ans à prier, à jeûner et à chercher comment briser une malédiction de saint. Elle appuie sur l'interphone. « Qui ose ?» aboie la voix métallique du gardien invisible. « Je suis Amina, je viens pour le poste », dit-elle d'une voix calme. La grille s'ouvre lentement dans un grincement qui ressemble à un avertissement. Fuis pendant qu'il est temps. Zainab avance. Elle entre dans la gueule du loup. L'intérieur de la maison est glacial. La climatisation est réglée sur 16 degrés, mais le froid semble venir d'ailleurs, d'outre-tombe. Zainab est accueillie par le majordome. Ce n'est pas un humain.
C'est un homme qui bouge par saccades, comme une marionnette dont les fils sont tirés trop fort. Il ne parle pas, il montre juste le chemin. Le chief vous attend dans la galerie, dit-il finalement sans bouger les lèvres. Ils descendent. L'escalier en colimaçon semble infini. L'odeur change. Ça ne sent plus le luxe, ça sent le formol, la cire chaude et le vieux sang cuivré. La galerie. Imaginez une salle immense, plus grande qu'un terrain de tennis, plongée dans la pénombre. Celle des spots directionnels éclaire des dizaines de socles. Sur chaque socle, une statue. Zainab s'approche de la première. C'est une statue en or massif, représentant un homme en train de rire. C'est Mike, l'ancien ami de Tobey. Mais quand Zainab s'approche, elle voit les détails. Ce n'est pas sculpté, c'est moulé sur le vif. On voit les pores de la peau figés dans l'or. On voit la terreur pure au fond des yeux en métal. Zainab sent son cœur battre dans sa gorge. Elle a envie de vomir, de hurler, de courir, mais elle doit tenir. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? La voix vient de l'ombre. Tobey sort du noir. Il porte une robe de chambre en velours pourpre. Il marche avec une canne à pommeau de cristal. Zainab serre son sac contre elle. Elle voit le monstre qu'il est devenu. Elle reconnaît le beau-frère qui l'avait fait rire au mariage de sa sœur. Il ne reste rien de cet homme. « Elles sont très réalistes, monsieur », répond-elle en baissant les yeux pour ne pas croiser son regard jaune. « Elles ont une âme », dit Tobey en caressant la tête dorée de Mike. « Mon travail est de capturer l'instant précis où l'ambition rencontre l'éternité. » Il se tourne vers elle. Il la renifle. Tobey fronce les sourcils. « Vous sentez bizarre, Amina. Vous ne sentez pas la peur. Vous sentez la lavande et l'encens d'église. » Zainab bloque sa respiration. A-t-elle été découverte? « Ma mère est très croyante, monsieur. Elle brûle de l'encens sur mes vêtements pour me protéger. » Tobey éclate d'un rire sec, sans joie. « Protéger? Ici, Dieu n'a pas de visa. Vous commencez maintenant. Nettoyez-les. Si je trouve une seule trace de poussière demain matin, vous servirez de modèle pour la prochaine statue. » Il remonte, la laissant seule avec les morts dorés. Zainab attend que les pas s'éloignent. Dès qu'elle est seule, elle sort de son sac non pas des chiffons, mais une petite fiole d'huile sainte et un chapelet. Elle s'approche de la statue de Mike. Elle pose sa main sur l'or froid. Elle ferme les yeux et se concentre. Elle a un don. Depuis la disparition de Kémy, elle voit des choses. Au contact de la statue, une vision la frappe comme une décharge électrique. Flash. Elle entend les cris. Elle voit la fête d'il y a 5 ans. Elle voit le monstre. Elle voit Tobey pousser Kémy. Zainab lâche la statue en haletant. Elle tombe à genoux. Les larmes coulent. « Tu l'as poussé, tu l'as sacrifié » murmure-t-elle. La haine monte en elle, une haine noire. Elle a envie de monter et de planter ses ciseaux dans le cou de Tobey. Mais une voix l'arrête. Un murmure. « Zainab ?» Ça vient du fond de la salle. Là-bas, il y a un miroir. Un grand miroir couvert d'un drap noir poussiéreux. Zainab se relève, elle marche vers le miroir. Ses jambes tremblent. Elle attrape le drap, elle tire. Le miroir est découvert, mais il ne reflète pas la salle. À l'intérieur du verre, comme prisonnière dans une eau trouble, il y a une silhouette. C'est Kémy. Elle porte toujours sa robe rouge déchirée. Elle est maigre. Ses cheveux flottent comme si elle était sous l'eau. Ses yeux sont blancs, aveugles. Elle tape contre le verre de l'intérieur, mais aucun son ne sort. Zainab plaque ses mains sur la vitre. « Kémy, Kémy, c'est moi !» De l'autre côté, Kémy semble sentir la chaleur. Elle pose ses mains contre celles de Zainab. Elles sont séparées par 5 centimètres de verre maudit, mais l'amour passe. Soudain, Kémy ouvre la bouche. Un mot se forme en buée sur le verre. « Pars !» Zainab secoue la tête, pleurant à chaudes larmes. « Jamais, je ne pars pas sans toi. Je vais tuer la bête. » Le sol se met à trembler. Les statues se mettent à vibrer. La maison sait. La maison s'est réveillée. Le lendemain, l'atmosphère dans la maison est devenue irrespirable. La pression de l'air est si lourde qu'on a l'impression d'être sous l'eau. Tobey est nerveux. Il sent que quelque chose a changé dans l'énergie de sa maison. Son garde-manger spirituel est perturbé. Il reçoit une visite. Une limousine noire aux vitres teintées arrive. L'avocat, maître aisé. Il n'a pas vieilli d'un jour. Ses yeux violets brillent d'excitation. Il porte un costume blanc immaculé. Il entre sans frapper. Tobey est dans le salon, recroquevillé sur le canapé, tremblant de froid sous 3 couvertures en fourrure. « Chief », dit l'avocat avec son sourire de dents trop petites,
La récolte est mauvaise, vous perdez de la puissance. Je suis malade. Cette fille, l'archiviste, elle perturbe la maison. Maître Aisé s'approche de la fenêtre. Ah, la petite Amina, ou devrais-je dire Zainab. Tobé s'essige. Quoi? Vous ne savez pas? C'est la sœur de votre défunte épouse. Elle est venue pour vous détruire. Elle a apporté avec elle la foi pure. C'est du poison pour nous, Tobé. Tobé se lève, la fureur remplace la peur. La sœur de Kémy, ici? C'est une opportunité magnifique, siffle l'avocat. Le sang appelle le sang. Si vous sacrifiez la sœur au même endroit que l'épouse, le cycle sera complet. Vous deviendrez immortel. Plus besoin de se cacher du soleil. Vous serez un dieu sur terre. Tobé regarde ses mains tremblantes. Il est fatigué de cette vie de vampire. Il veut la puissance totale. Ou la mort. Amenez-la moi, ordonne Tobé. Zainab est dans sa chambre de bonne. Elle prépare ses armes spirituelles. Elle a tracé des croix à l'huile sur les portes. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Ce n'est pas le vent. Les murs de la chambre commencent à saigner. Un liquide épais et noir coule du plafond. Le sol s'ouvre sous ses pieds. Zainab tombe. Elle glisse dans un toboggan de ténèbres qui traverse la maison. Elle atterrit brutalement au centre du grand salon. Elle se relève, sonnée. Devant elle, Tobé. Il tient une épée cérémonielle. À côté de lui, Maître Aisé, dont le visage commence à se déformer pour révéler sa vraie nature, un démon à la peau écailleuse. « Alors c'est vrai ?» dit Tobé, sa voix pleine de tristesse et de rage. « Tu es la petite Zainab, celle qui voulait être maîtresse d'école. » Zainab se redresse. Elle retire ses lunettes. Elle retire son voile. Elle ressemble tellement à Kémy que Tobé a un mouvement de recul. « Je ne suis plus la petite Zainab, Tobé. Je suis la justice de Dieu. » « Il n'y a pas de justice ici, hurle Tobé. Il n'y a que le pouvoir. Tu voulais voir ta sœur? Tu vas la rejoindre. Le miroir du couloir, celui où Kémy est enfermée, lévite et vient se placer au centre de la pièce. On voit Kémy à l'intérieur, paniqué, frappant la vitre pour dire à sa sœur de fuir. Maître Aisé rigole, un rire inhumain. Allez-y, Chief, brisez la glace, tuez la fille, buvez son sang et devenez éternel. Tobé lève l'épée. Il s'approche des Zainab. Zainab ne recule pas. Elle plonge sa main dans sa poche et sort quelque chose. Non pas une arme, mais un vieux téléphone portable. « Avant que tu me tues, Tobé, écoute ça. » Elle appuie sur lecture. C'est un message vocal, vieux de 5 ans. La voix de Kémy remplit le salon silencieux. « Salut Zainab, c'est Kémy. Écoute, je ne peux pas te parler longtemps. Tobé dort à côté. Je voulais juste te dire, je crois qu'il a des ennuis. Il est bizarre. Mais je l'aime, Zainab. Je l'aime tellement. Je vais rester avec lui, peu importe ce qui arrive. Je vendrai mes robes, mes bijoux, je m'en fiche. Tant qu'on est ensemble, on s'en sortira. Prends soin de maman. Je t'aime. » Le message se coupe. Silence. Tobé a baissé l'épée. Il regarde le téléphone, il regarde Zainab, il regarde le fantôme de Kémy dans le miroir. Les mots résonnent dans sa tête. Je l'aime, tant qu'on est ensemble. Il réalise l'énormité de son erreur. Il n'a pas vendu une femme qui voulait son argent. Il a vendu la seule personne qu'il aimait pour lui-même. La carapace de monstre se fissure. Maître Aisé sent le changement. Le démon comprend qu'il perd le contrôle sur sa marionnette. « N'écoutez pas cela, c'est une ruse !» hurle l'avocat. Sa voix fait exploser les vitres de la maison. Il se transforme. Son costume se déchire. Il devient une créature de 3 mètres de haut avec des cornes d'onyx et une queue de scorpion. « Si tu ne la tues pas, Tobé, je vous prends tous. » Le démon se jette sur Zainab. Ses griffes sont prêtes à lui arracher le cœur. Zainab ferme les yeux, attendant la mort. Clang! Le bruit du métal contre l'os. Zainab ouvre les yeux. Elle est vivante. Devant elle, Tobé. Il s'est interposé. Les griffes du démon ont traversé le ventre de Tobé de part en part. Le sang gicle. Mais ce n'est plus du sang noir et froid. C'est du sang rouge, du sang chaud, du sang humain. Tobé crache du sang, mais il sourit. Il regarde le démon dans les yeux. Le contrat stipule que seul le maître des lieux peut décider du sacrifice, halète Tobé. Le démon rugit, essayant de retirer ses griffes, mais Tobé tient bon. Il bloque le monstre avec son propre corps. « Zainab !» crie Tobé sans se retourner. « Le miroir! Brise le miroir !» « Mais si je le brise, Kémy va... »
Elle sera libre, fais-le, maintenant. Tobé hurle de douleur alors que le démon commence à le dévorer vivant. Zainab attrape l'épée cérémonielle tombée au sol. Elle est lourde, trop lourde pour elle. Elle court vers le miroir où Kémy la regarde, les larmes aux yeux. Kémy hoche la tête. Elle est prête. « Je t'aime, grande sœur !» crie Zainab. Et de toutes ses forces, elle frappe le verre avec la poignée de l'épée. Crac! Une fissure. De la lumière blanche commence à sortir. Le démon hurle. La lumière le brûle. « Non, arrêtez !» Tobé rassemble ses dernières forces. Il plante ses mains dans les yeux du démon. « Tu voulais une âme ?» murmure le démon à l'oreille du monstre. « Prends ma mienne. Elle est pourrie, mais elle est lourde. » Tobé se jette en arrière, entraînant le démon avec lui dans le vide créé par l'effondrement du sol. Ils tombent tous les deux vers le sous-sol, vers la bouche de l'enfer. Au même moment, Zainab frappe une dernière fois. Boum! Le miroir explose en 1000 morceaux. Une onde de choc de lumière pure traverse Banana Island. L'explosion souffle les murs. Le toit s'effondre. Le noir total. Le silence. Puis, le bruit des vagues. Zainab ouvre les yeux. Elle a mal partout. Elle est couchée sur du sable humide. Le soleil se lève. Un soleil magnifique, orange et doux sur la lagune de Lagos. La maison a disparu. Il ne reste qu'un cratère fumant qui se remplit doucement d'eau de mer. Zainab se redresse péniblement. Kémy ? Elle regarde autour d'elle. Sur la plage, éparpillés comme des naufragés, il y a des gens. Des hommes et des femmes, nus ou en haillons, qui se réveillent doucement. Elle voit un homme se toucher le visage, pleurant de joie. C'est Mike. Il n'est plus une statue d'or, il est redevenu chair et eau. La malédiction est brisée. Toutes les victimes ont été recrachées par la maison. Mais Zainab cherche une seule personne. Et elle la voit. Assise au bord de l'eau, regardant l'horizon. Une femme aux cheveux longs, portant les restes d'une robe rouge. Zainab court. Elle trébuche, il se relève. Elle court encore. « Kémy !» La femme se retourne. C'est elle. Elle est pâle. Elle a des cicatrices invisibles dans les yeux, mais elle est vivante. Elle se tombe dans les bras. Elle pleure, elle crie, elle rit. C'est le son le plus pur qui ait jamais résonné sur cette île maudite. « Il l'a fait », murmure Kémy contre l'épaule de sa sœur. « Il a payé la dette. » Et Tobé ? Zainab regarde vers le cratère. Il n'y a pas de corps. Juste, flottant à la surface de l'eau noire, les lunettes de soleil de Tobé. Et à côté, une seule fleur blanche qui pousse miraculeusement sur un morceau de bois brûlé. Tobé est parti. Il ne pouvait pas être sauvé physiquement. Ses crimes étaient trop grands. Mais par son sacrifice, il a sauvé son âme de la damnation éternelle. Il a choisi l'amour plutôt que l'or, à la dernière seconde. 1 an plus tard. Nous sommes loin de Banana Island. Nous sommes à Mainland, dans un quartier modeste mais vivant. Zainab est devant un tableau noir. Elle enseigne l'alphabet à des enfants qui rient. La porte de la classe s'ouvre. Kémy entre. Elle est belle, mais d'une beauté simple. Pas de Gucci, pas de perruque brésilienne. Elle porte une robe en coton local, des tresses simples. Elle tient la main d'un homme timide, un professeur de mathématiques qui la regarde comme si elle était la merveille du monde. Kémy sourit à sa sœur. Elles n'ont plus de milliards. Elles prennent le bus. Elles comptent leur argent à la fin du mois. Mais le soir, quand elles dorment, elles ne font aucun cauchemar. Et ça, mes chéris, ça vaut plus que toutes les banques de Suisse. Cette histoire se termine ici. Que devons-nous retenir ? Que l'argent est un bon serviteur, mais un maître tyrannique. Tobé a cru qu'il pouvait acheter le bonheur, mais il a fini par payer avec son humanité. La rédemption est toujours possible, mais elle coûte cher. Parfois, elle coûte la vie. Ne cherchez pas la richesse qui brille, cherchez la richesse qui dort tranquille. Cherchez quelqu'un qui vous aimera quand vos poches seront vides, comme Kémy aimait Tobé. Car à la fin, quand les lumières s'éteignent, on ne compte pas vos billets, on compte ceux qui pleurent votre départ. C'est le moment de vérité. Soyez honnête dans les commentaires. Si vous étiez Tobé, au moment ultime face au démon, auriez-vous eu le courage de mourir pour sauver les autres ou auriez-vous laissé le démon gagner pour rester en vie ? Écrivez « sacrifice » ou « survie ». Je lirai chaque réponse pour voir qui sont les vrais héros parmi vous. C'était « La dette de sang », une histoire de Milena. Si votre cœur a battu fort, si vous avez ressenti le frisson, laissez-moi un pouce bleu maintenant. C'est ma seule récompense.
abonnez-vous et activez la cloche. La semaine prochaine, je vous amène au village pour une histoire de sorcellerie familiale qui va vous empêcher de manger. D'ici là, restez pauvres en or si nécessaire, mais soyez riches en amour. À très bientôt.